Salut Mariam. Alors, on va commencer. Donc, la formation du jour, on va parler de la posture de l'accompagnateur et l'art de la communication efficace. D'accord? Donc, cette formation intéresse qui? En fait, intéresse toute personne qui fait de l'accompagnement. Donc, ça peut être un coach parental ou coach dans tout domaine de vie, comme ça peut être un parent, ça peut être aussi un manager. En gros, un accompagnateur, c'est une personne, Mariam, qui va accompagner une autre personne à évoluer d'un point A à un point B, C ou D. D'accord? Tu n'hésites pas à m'arrêter pour poser tes questions. Merci. Alors, avant de démarrer, je vais faire une petite présentation. Enfin, je vais me présenter très rapidement pour les personnes qui vont voir le contenu en replay. Donc, moi, je m'appelle Leila. Je suis accompagnatrice holistique dans la réalisation de soi. J'accompagne les femmes qui se questionnent et qui se cherchent à se réconcilier avec ce que j'appelle moi leur zone de génie, à oser incarner leur pure potentialité. En gros, je les accompagne à être 100% elles-mêmes. Je me base surtout j'utilise pas mal d'outils, mais j'utilise surtout mon expérience de vie. Donc, je fais gagner mes clientes une expérience de vie qui a duré, un travail sur moi qui a duré environ une dizaine d'années. Et je prends deux expériences de vie comme exemple. Quand j'étais petite, quand j'étais à l'école, j'étais en fait une élève très brillante, on va dire une élève modèle, sauf que je n'osais pas du tout participer en classe. En fait, je ne pouvais pas participer tellement j'étais hyper timide, très introvertie. Et donc, les maîtresses et les maîtres d'école, en fait, ils me découvraient à la remise des notes. Je disais, mais c'est qui en fait cette Leïla? Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'étais très brillante, mais j'arrivais pas du tout à m'affirmer. Et grâce à tout le travail que j'ai fait sur moi, aujourd'hui, j'arrive à être ce que j'appelle moi une femme assumée. J'arrive à incarner tout ce que je veux faire dans la vie et à l'assumer à 100%. Et ça a été fait grâce à un gros travail sur la confiance en soi et d'autres travails aussi. Je prends un deuxième exemple aussi, c'est le fait d'avoir osé, donc cette année, de passer du statut de salarié. Alors, je ne suis pas au statut que j'appelle moi mompreneur, c'est-à-dire une maman, à la fois maman, mais entrepreneuse aussi. Je ne suis pas passée à 100% en tant qu'entrepreneuse, mais j'arrive aujourd'hui à réconcilier entre les deux, le statut de salarié, plus le métier d'entrepreneuse que j'assume amplement. Donc voilà, et donc aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'on a appelé la posture de l'accompagnateur et l'art de la communication efficace. Donc on va voir 5 points. Le premier point, c'est qu'est-ce qu'un accompagnateur? Quelle posture il doit avoir? Ou le coach, accompagnateur ou coach. En deux, on va parler de la communication efficace, parce que l'accompagnement, on utilise beaucoup d'outils, mais un outil qui est très très important, ça va être la communication efficace. En 3, on va voir l'importance de l'objectif, surtout la clarté de l'objectif. En 4, on va voir le questionnement d'un accompagnateur. Et en dernier lieu, on va voir les questions qu'on utilise en PNL et on va faire quelques exercices pratiques. Est-ce que c'est OK jusque-là? Très bien. Super. Alors, c'est quoi la posture de l'accompagnateur? Première règle, c'est que le coaching ou l'accompagnement ne consiste pas à guider la personne, mais à l'accompagner. Alors, je vais faire la différence entre guider et accompagner. Pour ça, je vais prendre un exemple d'un guide touristique cette fois. Un guide touristique, il va essayer de guider les personnes, son groupe, d'un chemin, d'un point A, un point B, un point C. Donc, il va le guider lors d'un chemin bien précis qu'il maîtrise, qu'il connaît très très bien pour passer de certains points stratégiques pour raconter l'histoire autour de ces points stratégiques. Donc, un guide touristique, il va aller d'un point A vers une destination que lui-même il maîtrise. Il est spécialiste, expert, on peut dire, dans son domaine. Un accompagnateur, donc on peut dire que le guide, il est en gros en position haute, d'accord? Parce que c'est lui qui maîtrise ce chemin, qui maîtrise la destination. Un accompagnateur, c'est tout l'inverse, d'accord? Un coach ou un accompagnateur, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Donc, il faut vraiment accepter le fait qu'il ne sait pas. Il faut d'abord mettre ça comme règle. Son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est vraiment accompagner la personne qui va être coachée sans s'intéresser aux résultats.
sans s'intéresser à la destination. Parce que la destination, il n'y a que le coaché, la personne qui est coachée, qui la connaît. Donc, Et quand tu dis, excuse-moi, donc, oui, quand il s'intéresse pas aux résultats, euh, alors qu'il est censé t'accompagner, donc en fait, normalement, enfin, il doit y avoir du concret derrière et il doit y avoir un suivi. On est d'accord ou pas? on est d'accord. Donc, ça n'enlève pas le côté concret. Mais en fait, quand je dis il ne s'intéresse pas aux résultats, ça veut dire que le résultat d'une personne à une autre va dépendre de la personne. C'est la personne elle-même qui connaît la solution adaptée à sa situation. Je vais prendre un exemple. Un accompagnateur, c'est comme, euh, j'aime bien en fait cette métaphore, c'est comme deux amis qui vont aller faire un chemin ensemble. Donc, l'accompagnateur, en même temps que son coaché réalise le chemin d'introspection, de travail sur soi, l'accompagnateur, il va aussi faire le travail sur lui-même et non pas sur son coaché. Donc, c'est aussi un travail d'introspection sur lui-même. Pour l'instant, j'explique ce que c'est que l'accompagnement, mais on verra après, parce que pour l'instant, ça peut ne pas sembler concret. On verra après comment il va mettre en place et utiliser des outils. C'est le point 2, c'est un outil très important qui est l'écoute pour justement accompagner son coach. Alors le rôle, tu me diras, le rôle d'accompagnateur, c'est quoi s'il l'accompagne tout simplement? En fait, le rôle, c'est de proposer des questions, c'est utiliser des questions pour ouvrir de nouvelles perspectives à la personne qui est accompagnée, pour lui donner un nouveau regard, pour l'aider à voir différemment et à adopter de nouveaux comportements qu'il n'aurait pas adoptés sans cet accompagnement. Et ça, c'est grâce à l'expertise d'un accompagnateur qui est celle de l'écoute. Donc, ce qu'on demande à un accompagnateur, l'expertise qui est demandée, c'est vraiment l'écoute active, ce qu'on appelle une écoute orientée solution, parce qu'un accompagnateur ne va pas s'attarder sur le problème, sur le passé de la personne ou sur la compréhension de la problématique, mais il va l'orienter vers le chemin que le coaché lui-même va prendre, il va l'orienter vers la solution. C'est vraiment une approche. Vas-y, Alors, pose-moi ta j'ai question. une question par rapport à ça. Parce qu'en fait, en même temps, tu dis, on est censé juste accompagner quelqu'un, mais qu'il trouve lui-même la solution. Tout à fait. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu, si on écoute en étant orienté solution, c'est-à-dire qu'on a déjà une solution en tête, est-ce qu'on n'est pas en train un peu de le manipuler, en gros, Alors, justement, entre guillemets, hein, l'accompagnateur, je manipulation? comprends, l'accompagnateur, il ne sait pas. Donc, le début de ta phrase est correct, c'est-à-dire lorsqu'on l'accompagne avec des outils, tu n'as pas la solution en tête, justement, mais tu fais confiance à ton client qui, lui, aura la solution et qui, lui, par ses propres moyens, trouvera la solution. Donc, ton rôle dans cette écoute active, c'est de poser les bonnes questions pour que la personne commence à se dire, OK, je peux peut-être réfléchir autrement. Je peux peut-être tenter ça. J'ai peut-être des ressources en moi que j'utilise pas. C'est vraiment la personne, grâce à ton questionnement, qui va commencer à utiliser ses propres ressources et choisir son chemin et la solution. Donc la solution, tu ne peux jamais la connaître. C'est ça, d'accord. D'accord? D'accord, parce que ça prête un petit peu à confusion du coup. Écoute, quand on dit orienter solution, moi j'avais compris avoir une solution en tête et D'accord. l'orienter vers cette solution. Mais en fait, OK. non, c'est juste. Du coup, je vais détailler ce que j'appelle écoute orientée solution. En fait, c'est pour faire la différence entre ce qu'on appelle, euh, on va dire, la psychanalyse ou la psychologie, ou des fois la psychothérapie, et le coaching et les thérapies brèves. La psychanalyse, elle est orientée sur le problème. C'est-à-dire, on a eu un trauma dans le passé, j'ai besoin de le soigner. Donc, je vais m'attarder sur le problème. Le coaching, l'accompagnement, il ne s'attarde pas sur le problème. Le coaching, la personne va venir te dire, euh, vaut mieux prendre des exemples, ça sera toujours beaucoup plus concret. Par exemple, toi, Maline, en tant que futur coach parental, une personne peut venir te dire, ben, j'arrive pas à discuter avec mon enfant,
dès que je lui parle, il s'énerve, en plus il est têtu, etc. Toi, en tant que coach, tu ne vas pas t'attarder sur le problème, c'est-à-dire tu ne vas pas poser la question pourquoi il est têtu, tu vas lui dire, ok, comment voudrais-tu que ton enfant se comporte? Quelle relation voudrais-tu avoir avec ton enfant? Est-ce que tu arrives à voir la différence entre les deux approches? Tu vois? Oui, oui, carrément. Voilà, c'est vraiment Mais ça. est-ce que le pourquoi, en aucun cas, il ne nous intéresse? En aucun Parce cas, il ne on a t'intéresse. besoin quand même de savoir un petit peu pourquoi on est arrivé à cette situation. Pourquoi cette personne a des difficultés avec son enfant ou autre. Ça On a dépend. un peu besoin de le savoir, non? Ça dépendra vraiment de la situation. Ça dépendra de la situation. Ça va être au cas par cas. Effectivement, si c'est lié à un trauma, tu peux te dire que c'est important que la personne ait à la fois une thérapie plus un coaching. Ça peut se faire en parallèle. Et encore, parce que les traumas, ça peut. C'est-à-dire que, excuse-moi, Vas-y, donne-moi un exemple concret, ça serait plus simple. non, c'est pas forcément un exemple, mais c'est D'accord, juste pour savoir, en gros, si on demande pourquoi, je vais reprendre ton exemple à toi. Mon d'accord. fils est têtu, etc. J'arrive pas à parler. Mhm, Il est têtu, allez, tout court, il est têtu, il ne m'écoute pas et il ne fait que ce qu'il veut. Des fois, bon, c'est peut-être un exemple assez simple, mais il y a des situations un peu plus profondes peut-être, mhm, où toi, en tant que personne, donc accompagnateur, mais personne aussi humaine, mhm. tu as besoin de savoir pourquoi ça se passe comme ça. Tu vas pas forcément orienter ses décisions, mais tu as besoin de comprendre la situation, d'analyser toute la situation et après, je pense que l'accompagnement peut être plus facile parce que tu as justement tous les éléments, qui font que, il s'est retrouvé dans cette situation. Alors, on verra après le jeu On de verra. questions. Il y a un jeu de questions, surtout en PNL, que je vais partager, qui permet de cerner tout ça. Parce qu'en fait, tu as besoin de connaître le contexte. Mais en général, la personne qui va venir te parler d'une problématique, en vrai, elle va pas juste te donner une phrase. Donc, par rapport à ça, ne t'inquiète pas. Elle va venir, en général, te parler de beaucoup de choses. Donc, elle va te dire, Mmh. mon enfant est têtu. Et ben, toi, tu vas lui dire, ça veut dire quoi têtu pour toi? Parce que, donc, il y aura un jeu de questions pour préciser dans quelle situation, parce que là, on va aller vers la clarté de l'objectif. Et ça te permet d'avoir plusieurs éléments. Mais en fait, ce qui t'intéresse, ce n'est pas de comprendre la raison pourquoi il est têtu, mais c'est d'avoir le contexte. C'est vraiment différent. La compréhension de la Oui, c'est problématique ça, c'est exactement ne ça. t'intéresse pas, elle n'est pas intéressante. Il peut y avoir plus. Mais le contexte est intéressant. Le contexte est intéressant. D'accord? Et après, avec un jeu de questions, ça va te permettre de pousser, d'amener la personne à faire ce travail sur elle-même. Parce que même si la personne, tu vas être coach parental, donc même si la personne, elle vient te parler de sa relation avec son fils, en vrai, ce que tu vas assez souvent gérer, c'est la relation avec elle-même. C'est son comportement elle-même. D'accord? Donc, Ça 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 a coupe. coupé un petit peu. D'accord. C'est bon, tu l'as pas. Ma connexion, hein, c'est mon problème. D'accord. OK. Bon, est-ce que c'est OK pour ce que j'appelle l'écoute orientée solution? Donc, c'est une écoute active. Tu es Oui. pleinement présente et j'insiste sur, on va aller sur le troisième point, tu es vraiment pleinement présente pour aussi mettre la personne en confiance. Et tu n'es pas là pour juger. C'est pour ça on dit, je ne cherche pas à comprendre. Moi, j'ai déjà eu des clientes qui m'ont dit, voilà, qui m'ont raconté, bon, je ne vais pas donner ce qu'elles m'ont raconté, mais en gros, qui m'ont raconté des choses qui se sont passées dans leur vie, dont elles ont honte, mais on est objectif. On n'a pas à dire ça c'est bien ou ça c'est mal. Par exemple, tout ce qui est qualificatif bien ou mal, ce n'est pas à l'accompagnateur de le dire. On est là vraiment pour écouter et formuler des questions, proposer des questions pour aider la personne à trouver sa solution. Troisième point, l'enracinement et le voyage à l'intérieur de soi. Ça veut dire quoi? Il est vraiment très très important chez un accompagnateur ou un coach d'être bien enraciné. Ce que j'appelle enracinement, c'est vraiment d'être stable, d'être vraiment stable, parce que des fois, et assez souvent, les clientes que tu vas avoir, elles vont venir et t'amener un problème qui va te titiller un peu. D'accord? On dit souvent en fait que le coach attire ses miroirs.
Alors, ça va être soit un problème que tu as déjà travaillé et traversé par le passé, soit un problème que tu es en train de traverser. Et c'est ça tout l'art de l'accompagnement. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait le chemin ensemble. Et c'est pour ça que j'adore honnêtement l'accompagnement, parce que quand tu accompagnes en fait tes clientes à progresser, à cheminer, en fait tu es en train de faire le cheminement en parallèle. Donc tu es en train de faire ce voyage aussi à l'intérieur de toi. Et pourquoi l'enracinement est important? Plus toi tu es stable, plus tu es centré, plus tu es aligné avec tes valeurs, plus tu vas apprendre ça à tes coachés. Et c'est pour ça, pour démarrer le coaching, il est vraiment important de faire un travail d'introspection sur soi. Et c'est un travail qui ne se termine jamais. Donc, à un moment donné, il faut se lancer. D'accord? Il ne faut pas se dire, ah non, j'ai pas traité telle et telle problématique, donc je ne peux pas me lancer. En fait, c'est un début sans fin, si tu veux. Mais voilà, plus on est stable, plus on peut aider la personne à être ancrée et à faire ce voyage d'introspection pour avancer. Moi, typiquement, avant mes séances de coaching, ce que je fais systématiquement, je fais une méditation d'ancrage. Une méditation d'ancrage, je travaille sur le chakra racine pour être bien ancrée, pour être bien présente et pleinement, vraiment pleinement consciente et avec une écoute active avec mes clientes. Je le fais systématiquement. Pourquoi? Parce que tu peux être embarqué dans l'histoire de la cliente. C'est pas ce qu'on demande à un accompagnateur. On te demande d'être stable. C'est clair sur ce dernier point? Oui. Ok, ben, super. Alors, on va maintenant voir ce que j'appelle la communication efficace. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça. C'est surtout, alors là, j'ai essayé d'utiliser, de faire un mix de plusieurs outils. La PNL, programmation neurolinguistique, la ProcessCom et la communication non violente. Donc, c'est quoi une communication efficace? D'abord, une communication, elle va faire intervenir au moins 2 personnes. Est-ce que tu m'entends bien? Ça a coupé encore, mais là, c'est bon. D'accord, on reprend. Donc, c'est quoi une communication? Elle va faire intervenir au moins 2 personnes. En tout cas, 2 rôles. Le rôle de l'émetteur et le rôle de ou des receveurs. D'accord? Premier point pour démarrer une communication, et c'est indispensable, c'est établir ce qu'on appelle établir le rapport. Je prends un exemple. Une maman va discuter avec son fils. Il est en train de jouer, il est accroupi, en train de jouer avec ses Legos, ses voitures, etc. Et la maman, elle est debout. Elle lui dit, comment tu veux qu'on l'appelle le petit garçon, comme tu veux. Elle lui dit, Pierre, Jacques, viens, on va manger, on passe à table. Alors Pierre, Jacques, je te garantis à 99,9999%, il ne va pas l'écouter. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas établi le rapport. Le rapport, c'est quoi? C'est d'abord se synchroniser au niveau de la posture. Si ton enfant il est accroupi, il est important de te baisser à son niveau, de te synchroniser au niveau de la posture pour commencer à établir le rapport. Ça, c'est d'un point de vue gestuel. C'est ce qu'on appelle en PNL la synchronicité. Donc ça aussi, en tant que coach, accompagnateur, il est important de se synchroniser avec la personne que tu as en face. Alors, on ne se synchronise pas que par la gestuelle, tu te synchronises aussi par le vocabulaire que tu vas utiliser, c'est-à-dire, par exemple, ton enfant est en train de jouer aux voitures, tu vas lui dire « Ah, tu es en train de jouer aux voitures », donc tu rentres dans son monde. Il faut d'abord arriver dans le monde du receveur, d'accord? Et après, donc ça, c'est le vocabulaire que tu vas utiliser. Et après, tu vas aussi utiliser l'intonation, sa manière de parler. À partir du moment où tu sens que le rapport, il est établi, on peut dire que le rapport, la confiance commence à être installée. Le rapport, ce n'est pas suffisant pour installer une atmosphère de confiance avec. Tu me dis s'il y a des coupures, je reprends. C'est bon, c'est bon. D'accord. Donc, ce que je disais. Tu l'entends toi aussi, les coupures ou pas? De temps en temps, j'ai l'impression que ça coupe, oui. D'accord. Mais c'est pas grave, on continue. En fait, du coup, le rapport permet d'installer une atmosphère de confiance, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est indispensable à l'atmosphère de confiance va être l'écoute, le non-jugement. Donc, on revient toujours à l'écoute active. Il y a une citation qui dit « La parole est un besoin, mais l'écoute est un art ».
si je dis ça correctement. C'est vraiment un art de savoir écouter. Donc, une fois le rapport est établi, l'émetteur doit se mettre à 100% responsable du bon déroulement de la communication. Assez souvent, ce qu'on rencontre dans notre vie quotidienne, quand les communications se passent mal, la personne qui a commencé à parler ou qui a émis le message, elle va te dire mais il ne comprend rien, mais il est têtu, mais il ne m'écoute pas. Parce que l'émetteur a divisé la responsabilité, il s'est dit le receveur a 50% de responsabilité et moi 50%, ou différemment. Non, dans une communication efficace, ce qu'on dit d'ailleurs en PNL, le sens de votre message est donné par votre interlocuteur. Donc, si tu n'arrives pas à passer ton message, tu dois revoir ton message. Donc, tu es à 100% responsable du résultat que tu vas obtenir de ton receveur. Est-ce que c'est clair ce point-là, Marie? Ok, super. Très bien. Troisième point, c'est la clarté de l'objectif. Alors, dans la communication efficace, on a systématiquement un objectif. Parce qu'on peut communiquer sans avoir d'objectif. Typiquement, les sorties entre copines, ça n'a pas d'objectif en soi. L'objectif, c'est vraiment de se divertir, se papoter, mais tu n'as pas un objectif à atteindre. Quand tu vas discuter avec ton fils qui est en train de jouer, concentré, qui est dans sa bulle, et que tu veux qu'il passe à table, ton objectif, c'est de le convaincre de passer à table. Donc, il faut vraiment que ton objectif soit clair dans ta tête d'abord. Sinon, il ne sera jamais expliqué et exprimé d'une manière claire vis-à-vis de l'autre, du receveur. Et puis, quatrième point, donc le plus difficile, mais qu'on a un peu évoqué au point 2, qui est le fait de s'adapter à son interlocuteur. Là, je vais donner quelques exemples, mais plutôt des exemples. Alors, je vais donner des exemples, par exemple, dans le boulot. En général, on a ce qu'on appelle des profils dans la ProcessCom, que tu connais bien, Mariam, et c'est pareil pour nos enfants, des profils de gens qui sont travaillomanes. Et on a des profils, je prends vraiment des profils différents, des profils de gens empathiques. Un empathique, il va beaucoup parler d'émotions. Je ne me sens pas bien, cette affaire, je la sens bien. Donc, tout est dans le ressenti. Ça part, il parle au niveau de son cœur. Un travaillomane, s'il demande par exemple à un empathique, on a réunion à 14h demain, un travaillomane, il a besoin d'informations factuelles. Et c'est comme ça qu'il avance, c'est comme ça qu'il agit. Donc, s'il dit à un empathique, on a réunion demain à 14h et qu'un empathique il lui dit, je la sens pas, je peux te dire que la communication ne passe pas du tout. Enfin, ils se comprennent pas. Ça peut stresser énormément un travaillomane. Il va se dire, mais c'est quoi ce fou? Je lui parle d'une réunion à 14h et l'autre, il me dit, je ne la sens pas. Donc, juste pour te dire qu'il est important de détecter, alors c'est compliqué de détecter le profil de la personne, mais ce qui est intéressant en PNL, donc l'outil, c'est de reformuler avec ses propres mots. La personne te dit, par exemple, on va prendre un cas de personnes qui souhaitent suivre un accompagnement. Elle te dit, voilà, j'ai des difficultés avec mon fils, des difficultés relationnelles. Toi, ton rôle va être, ok, tu as des difficultés relationnelles avec ton fils. Comment? Tu reformules. Tu te rends la vie très, très simple. Parce que la personne, déjà, tu lui permets de s'écouter. Des fois, on parle, on ne s'écoute même pas. Et lorsqu'on reformule, tu fais le miroir, ce qu'on a dit, le miroir de ton client. Ça lui permet de comprendre et mieux comprendre ses mots et sa problématique. Donc, s'adapter à son interlocuteur, pour faire simple, on ne cherche pas à comprendre son profil, ça viendra avec le temps, mais on reformule ce qu'il a dit en posant les bonnes questions. Donc, pour résumer, pour la communication, pour avoir une communication efficace, que ce soit au travail, que ce soit dans la relation parent-enfant ou au sein d'un couple, il faut tout d'abord établir le rapport. S'il n'y a pas de rapport, c'est que la communication elle est interrompue. Tu ne peux pas regarder ton téléphone et discuter avec ton mari ou ton fils. D'accord? Assez souvent, les gens de notre génération, ils sont là en train d'envoyer un message et oui, 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 on va faire ça, oui, oui. Et ça, il n'y a pas de rapport. D'accord? Donc, d'abord, tu établis le rapport et après,
quel est ton objectif? Tu te poses la question et tu peux ne pas avoir d'objectif. Dans ce cas-là, on n'est pas dans le cadre de ce que j'appelle moi la communication efficace. On est dans le cadre de divertissement, papotage, conversation, mais voilà, c'est tout. Moi, je parle vraiment de la communication efficace. Est-ce que tu as des questions? Sinon, on avance. Ok, bon, c'est que c'est clair, j'espère. C'est surtout que je connais bien en plus tout ce qui est Super, communication. Alors, très bien. c'est vrai que c'est... La clarté de l'objectif, je pense que tu connais. Oui, je connais très bien, tu peux passer. Ok, Je plaisante. on va passer rapidement. Donc, la clarté Non, de mais, l'objectif. non, Un non, mais prends objectif, ton temps d'accord. Donc, pour les autres. pour les autres, pour le replay. Mais bon, on va l'expliquer ensemble si tu veux. Donc, un objectif clair est un objectif SMART. Donc, SMART, c'est les 5 mesures spécifiques. Donc, il est précis. Une personne qui vient te dire, on prend toujours le même exemple, hein, je ne veux plus me prendre la tête avec mon fils. Est-ce que c'est spécifique? Non. Alors, la question c'est, ok, qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'elle précise quel type de relation elle veut. Il faut que ça soit mesurable. Quand une personne vient dire, mon fils s'énerve et je crie assez souvent. Qu'est-ce que tu veux? Je veux arrêter de crier. Ok, si tu veux arrêter de crier, à la place de crier, qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'elle parle d'une manière affirmative. C'est très important. Un objectif doit être exprimé d'une manière affirmative. Donc, elle va te dire, je veux parler calmement. Ok. Et si par exemple, tu cries 3 fois par semaine, est-ce que tu considérerais que tu as atteint ton objectif? C'est ça le mesurable. Il faut vraiment pouvoir le quantifier. D'accord? Troisième point, acceptable. Moi, je mets les 3, mais en général, ils ne mettent pas les 3. Mais moi, j'appelle ça acceptable, atteignable et ambitieux. Acceptable dans le sens, ce qu'on appelle en PNL, ça respecte l'écologie de la personne. Assez souvent, une personne elle vient te dire, on va prendre un autre exemple. Est-ce que tu as un autre exemple, Marie, de problématique? Comme ça, Dans, dans la relation parent-enfant, tu veux dire? ce que tu veux, par Ah, enfant ou autre, euh, d'objectif ou de problématique. je ne sais pas me comporter avec mon ado. Ok. Je ne sais pas me comporter avec mon ado. Bon, ça déjà, ce n'est pas du tout spécifique. Donc, dès le début, on revient, Exactement. on dit, ok, ça veut dire quoi? Tu ne sais pas te comporter? Dans quelle situation? Tu te comportes comment? Donc, vraiment pour rentrer dans un cadre bien précis, spécifique. Elle va par exemple te dire, quand il rentre de l'école, il lance son sac à dos, il se jette sur le canapé et il passe des heures sur son téléphone. Et ça m'énerve. Je prends un exemple, d'accord? Ok. Et là, tu lui dis, ça t'énerve. Comment tu voudrais faire? Qu'est-ce que tu voudrais à la place de ça? Tu vois? Et c'est là où elle va commencer à te dire, j'aimerais entamer une discussion avec lui, j'aimerais lui faire comprendre qu'il y a un temps de pause, mais après, il faudrait qu'il fasse ses devoirs, etc. Ok. Et là, ce que tu dois vérifier avec cette maman, c'est est-ce que cet objectif de ne plus s'énerver, de parler calmement est acceptable, atteignable et ambitieux? Ça veut dire quoi? Il y a des gens, quand tu vérifies l'écologie, c'est vérifier est-ce qu'il y a des avantages à perdre quand la maman va commencer à se comporter d'une manière calme. Et est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce qu'il y a des avantages? Non, pardon, j'ai mal formulé ma question. Est-ce qu'il y a des avantages à rester dans cette situation? La situation actuelle, c'est-à-dire quand son fils se jette comme ça sur le canapé, elle s'énerve, elle commence à crier. Quels sont les avantages? Elle va te dire, les avantages, c'est que ça me défoule, je décharge, etc. Ok. Est-ce qu'il y a des inconvénients maintenant à atteindre ton objectif qui est gérer la situation calmement? Et il peut y avoir des inconvénients. C'est pour ça c'est très important de vérifier l'écologie. L'inconvénient, ça peut être tout simplement qu'elle ne peut pas maîtriser ses nerfs. Que pour elle, c'est plus facile de s'énerver que de prendre sur elle et de se calmer. Il y a des gens, c'est vraiment hyper dur pour eux. Et donc, il faut vérifier à quel point elle est OK pour changer. Est-ce que c'est OK, Marianne, pour toi? Oui. Donc en fait, il faut toujours que tu orientes ça vers la personne elle-même et pas toute la situation. Quand tu dis l'écologie, donc en fait, il faut que tu essayes de creuser dans ses valeurs à elle. Alors, un objectif, est-ce qu'on l'écrit ici ou pas? Mais en PNL,
Spécifique, mesurable, ok. Un objectif, en fait, ne dépend que de toi. C'est pas écrit ici, mais c'est un point hyper important. Quand tu poses la question « que veux-tu ?», la deuxième question qu'on pose en PNL, est-ce que cela ne dépend que de toi? Pourquoi? Tout d'abord, il faut que la personne agisse sur ce qui lui appartient. Et si elle est convaincue qu'il ne dépend pas d'elle? Eh ben, elle ne peut rien faire sur cet objectif. D'accord? En fait, si elle est convaincue… Donc, tu peux pas l'accompagner, en gros? Tu peux toujours. Après, elle va te dire non, ça ne dépend pas de moi, c'est mon fils qui est comme ça. Tu lui reposes la question. Alors, qu'est-ce qui dépend que de toi? Il y a toujours une part de la situation qui ne dépend… Non, ça a coupé. Je suis désolée, ça coupe trop, oui. J'ai une connexion. Non, mais… Je sais pas pourquoi c'est maintenant qu'elle a décidé. C'est pas grave. Ça a coupé où? En fait, ce que je te disais, Mariam, c'est que il y a toujours une part de l'objectif qui ne dépend que de la personne. Même si j'ai des mauvaises relations avec mon fils, elle va te dire c'est lui qui est têtu, c'est lui qui est comme ça. Tu lui poses la question, qu'est-ce qui ne dépend que de toi? Il y a quelque chose qui ne dépend que d'elle. Et elle doit commencer à agir sur la partie qui ne dépend que d'elle. C'est comme ça qu'elle va entamer des petits changements chez l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord agir sur soi pour voir un changement chez l'autre. Alors, en fait, dans des situations, parce que souvent c'est le cas en plus, bon, peut-être dans mon cas, moi, où c'est des parents et des enfants, et que très, très souvent, les parents sont convaincus que ce sont eux les adultes et que le problème, du coup, vient toujours des enfants. Oui, Eux, ils ont raison, et donc c'est les enfants qui savent pas se comporter. Donc, en fait, est-ce que, en gros, tu peux… comment tu peux travailler sur ce point, en fait? Parce que sinon, tu vas te retrouver certainement avec beaucoup de gens avec qui tu ne peux pas, que tu ne peux pas accompagner sur leurs objectifs parce qu'ils sont persuadés que ça vient pas d'eux. Sauf que c'est bien ton rôle en tant que coach parental. C'est pour ça que elles, toutes seules, elles pourront pas sortir de ce schéma de pensée. Mais toi, grâce à un jeu de questions, eh ben, tu vas les inviter à sortir de cette façon de voir les choses. Et tu vas l'inviter, ok, qu'est-ce qui ne dépend que de toi? Si elle a du mal à voir ce qui ne dépend que d'elle, tu vas lui dire, est-ce que par exemple, tu ne pourrais pas agir comme ça? Est-ce que ça ne peut pas être ça? Ah, donc tu peux faire des propositions quand même. Tu suggères. Oui, oui, tu peux suggérer. Oui. Tu peux suggérer. Voilà. Tu vois, c'est pas des conseils, enfin, c'est peut-être des conseils par rapport à la façon de faire, mais tu vas pas leur donner une solution toute faite, en fait. Et c'est même pas des conseils parce que c'est formulé en question. Est-ce que tu ne peux pas voir la situation différemment? Donc, en fait, c'est important surtout de formuler en Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, en question, ça veut dire c'est elle qui va piocher. En gros, elle va se dire, tiens, ça me parle, je prends. Et ce qu'elle veut pas piocher, elle va pas prendre. Tu vois, mais c'est vraiment important qu'elle puisse prendre par elle-même, sélectionner, tu vois, toutes les perspectives, tous les choix que toi, tu vas lui offrir. En gros, toi, elle va venir avec 3 options. Toi, tu vas lui donner 10, 100, 1000 options, tu vois. Et c'est elle qui va se dire, ok, ça c'est pour moi, je suis prête, donc c'est acceptable, c'est atteignable et c'est ambitieux. Attention, il y a le volet motivation. Il faut toujours questionner ces coachés sur leur motivation. S'ils ne sont pas motivés, c'est qu'on n'a pas envie de changer. Et c'est ok, c'est pas grave, c'est que c'est pas le bon moment. D'accord? Le côté réaliste, ça va aussi avec le côté mesurable. Une personne qui vient nous dire aujourd'hui je touche 1000 euros, dès le mois prochain je veux toucher 10 000 euros, tu peux tout de suite lui dire je te recommande un autre coach. Je ne peux pas t'aider. D'accord? Il faut vraiment que ça soit réaliste. Tu es interrompu? Ok, et temporellement défini. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup l'accompagnement parce que l'accompagnement vise à rendre ton coaché autonome et indépendant. C'est-à-dire, au bout d'un moment donné, c'est pas un abonnement qu'il va faire avec Mariam ou avec Leïla, c'est plutôt un accompagnement sur une durée fixe pour que lui, tu puisses lui apporter la transformation nécessaire pour qu'il puisse être autonome pour s'auto-coacher, qu'il devienne indépendant. Contrairement à d'autres méthodes où ça se passe différemment. Je vais pas m'attarder sur les autres méthodes. Ok? Alors, le questionnement d'un accompagnateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On l'a un peu abordé. Donc, il n'est pas orienté vers le passé. Il n'est pas orienté vers le problème et il n'est pas orienté vers la compréhension.
d'accord? Parce qu'en fait, la personne, quand elle te parle de son passé, de son problème, tu risques en fait et puis surtout si ça te touche, d'accord, tu risques de perdre ton enracinement et de rentrer dans la relation amicale. C'est pas ce qu'on te demande, une relation d'empathie, de compassion, etc. C'est pas du tout ce qu'on te demande. On te demande la neutralité et orienter la personne. Ok, il y a eu ce problème, on va vers où tout de suite, tu vois? Orienter vers la solution. Les questionnements sont orientés vers le futur et orientés vers l'action. Donc, c'est vraiment la règle de base. Donc, ce slide-là, tu peux l'imprimer, tu le mets à côté de toi pendant tes séances pour quand tu poses tes questions, tu vois, c'est orienté vers quoi. Et c'est toujours des questions vers la solution, le futur et le passage à l'action. D'accord? On a bientôt fini. Alors maintenant, on va dérouler les questions de la PNL. Je pense que tu J'étais en train de les noter, en fait. Finalement, elles non, sont déjà. elles sont ici parce que, alors, moi, j'utilise la PNL dans mon coaching, mais la PNL, c'est un peu violent, en fait, ce que je disais ce matin. C'est vraiment un peu violent comme méthode parce que ça confronte la personne à sa problématique. Et si elle ne la confronte pas à sa problématique, elle va la confronter à, en fait, à son manque de motivation ou bien au fait que la personne n'a tout simplement pas envie de changer. D'accord? Donc, on va dérouler les questions et après, on va prendre un cas pratique. OK? Donc, première question, une personne qui vient avec la problématique, etc. D'abord, on a dit se synchroniser, installer un cadre, une atmosphère de confiance pour que la personne puisse bien te raconter sa problématique et réutiliser ces mots reformulés. Donc, tout ça, c'est vraiment, je ne le mets pas, hein, c'est vraiment avant, c'est ce que j'appelle installer le rapport. D'accord? C'est avant de dérouler les questions. Après, je crois que ça coupe un peu, donc je m'arrête. Merci. Je me suis arrêtée. Bon. J'ai vu que ça coupait. Bon. Donc après, j'ai dit Mariam, d'abord tu installes une atmosphère de confiance, d'accord? Et après tu vas commencer à dérouler tes questions par rapport à cette situation qui est tatati tatata, en reformulant avec les mots de la personne. Que veux-tu? Parce qu'assez souvent, tu verras, Mariam, dès la première question, la personne, elle ne sait même pas poser la question qu'est-ce qu'elle veut. D'accord? D'accord. Je t'assure, hein, des fois ça peut être. Génial. Ça peut être. J'ai hâte en fait. Je t'assure, des fois ça peut être suffisant de poser que veux-tu. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Tu vois? Et en fait, il faut lui demander. Donc quand elle te dit, par exemple, il y a des gens qui vont dire je ne veux pas prendre du poids. Mais ça, c'est faux. Parce que je ne veux pas prendre du poids, ça ne dit pas ce que tu veux. Donc, il faut que ça soit toujours exprimé d'une manière positive, avec les critères de l'objectif, d'une manière affirmative, pardon. Deuxième point, est-ce que cela ne dépend que de toi? De ne pas perdre de poids. Elle va te dire, je sais pas, parce que je fais des sorties avec des copines et puis je me permets certains écarts, tatati tatata. Mais est-ce que cela ne dépend que de toi? Tu reposes la question. C'est violent, hein? Donc, après, on va voir comment tu peux jouer avec les questions, avec ta manière, tu vois. Il ne faut pas les dérouler comme ça parce que tu peux braquer la personne. Tu peux vraiment la braquer. Et donc, elle va te dire, non, ça ne dépend pas que de moi. Tu vas lui dire, ok, alors qu'est-ce qui dépend que de toi? Et là, on va travailler sur la partie qui ne dépend que d'elle et ça va être ça son objectif. D'accord? Par exemple, elle va te dire, tout à l'heure, on prenait le cas, la maman qui s'énerve, etc. Ce qui ne dépend que de moi, c'est de gérer mon état interne, c'est-à-dire c'est de ne pas m'énerver. Je crois, il faut qu'elle soit consciente, en tout cas tu peux lui expliquer qu'elle est responsable de ses émotions. Et donc, on sait très bien que c'est toujours plus facile de gérer des situations lorsqu'on est calme que lorsqu'on est énervé, parce qu'on perd nos moyens. Donc, elle peut déjà commencer à travailler sur son état émotionnel. Ça te va jusque-là? J'ai l'impression que je t'ai perdu. Non, au contraire, je réfléchis en fait. Non, je réfléchis. Si en fait tu disais, donc on va traiter uniquement de la partie qui dépend d'elle. Oui. Donc la partie où elle est convaincue que ça dépend d'elle. Oui. Mais si l'autre partie, elle pense que ça ne dépend pas d'elle, mais qu'en réalité ça dépend d'elle. Quand je dis en réalité, c'est pas forcément pour
Ah, C'est pas forcément que nous, on sait mieux qu'elle, en fait, mais c'est que, la conséquence, c'est ça? en fait, ça dépend d'elle. On sait que, Est-ce je que tu sais peux me pas, donner un exemple? non, c'est compliqué de donner des exemples, mais Je pense que tu fais référence à la conséquence de son comportement, qui peut dépendre d'elle, mais ça, c'est la conséquence. Une fois qu'elle change son comportement, la conséquence disparaît. par exemple, alors je vais reprendre l'exemple du poids D'accord, que tu as ok. utilisé. Donc elle dit non, ça ne dépend pas de moi Mhm. parce que on sort entre copines et qu'on mange, bref, qu'on mange beaucoup, qu'on est obligé et que si je ne sors pas, j'aurai plus de vie sociale et que Tout etc. à fait. Mhm. Donc elle est obligée de sortir en fait. Ok. Donc en fait, après elle te dit ce qui dépend uniquement de moi, c'est quand je me prépare ma bouffe à moi seulement et pas pour toute ma famille, par exemple. C'est que D'accord. ça qui dépend d'elle. Là, elle peut travailler sur ça. Oui, Donc, mais et tu peux aussi lui suggérer d'autres. Est-ce que, par exemple, le fait de limiter les quantités ne dépend que de toi. Tu peux te permettre de sortir, etc., et pas forcément préparer tes plats, mais de temps en temps te permettre des écarts et d'autres temps tu limites ou bien tu fais attention à ce que tu consommes. Tu vois, tu peux tout à fait sortir avec des copines et prendre des salades. C'est pas ça qui va te c'est faire ça, c'est ce que je voulais dire en fait. Bon, c'est un exemple un peu quand même assez, simple, on va dire, mais c'est pas on grave. va le dire simple, c'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, il est assez, enfin, si on se retrouve dans cet exemple, en général, c'est assez évident qu'on va dire oui, ça dépend de nous, parce que c'est nous qui mangeons. Mais supposons que, dans un exemple qui ressemble, mais on va reprendre le même, supposons qu'elle est convaincue que quand elle sort, ça ne dépend pas d'elle. Que, je sais pas, le serveur, il lui ramène un truc, il lui dit tu te bouffes, t'es obligé. Tu lui suggères. Tu lui suggères Donc elle le d'autres. prend. Ok, Tu, donc c'est toi toi tu qui lui suggères. suggères. Oui. Tu D'accord. lui Donc dis, tu est-ce prends que, par l'initiative exemple, quand même. ah, tout à fait, et toujours sous forme de questions. Parce que vraiment, ton rôle, c'est pas une solution, hein. C'est pas, ton rôle, c'est C'est pas une d'ouvrir, solution, c'est ça. voilà, c'est d'ouvrir Exactement. de lui, on va dire, si en fait son champ de vision, il est comme ça, toi, tu vas plutôt l'élargir, l'ouvrir, tu vois. Mm. C'est vraiment de lui donner plus d'options, plus de choix. Et c'est elle qui va choisir, au final. D'accord? Parce que justement, toi, tu as fait ce travail de questionnement, tu te questionnes, tout ça, donc tu as cette flexibilité d'esprit. Et en fait, on rigole par rapport à cet exemple, mais il y a des gens qui ont vraiment du mal à trouver des solutions, même si c'est des solutions qui te paraissent très faciles. Et c'est pour ça que l'accompagnateur est des fois hyper important, parce que la personne, en fait, elle a l'habitude de faire et refaire le même comportement, elle ne sait pas Mm. trouver d'autres choix, d'autres options. Tu vois? Mm. C'est OK? Oui. Alors, question numéro 3. Là, on mesure la motivation de la personne. Qu'est-ce que cela va t'apporter de plus important? La personne qui va te dire je vais gérer mon état pour rester calme, eh ben, il faut vérifier que c'est vraiment important pour elle de rester calme. Si c'est pas important, elle ne va pas le faire. Elle va reproduire son comportement. Et il faut qu'elle le sache. Il faut juste accepter. Donc, Mm. si c'est pas important, elle ne le fera pas. Mais ce qui est important en toi, en tant qu'accompagnateur, c'est que tu vas semer quand même cette graine qui va lui dire, OK, tu sais changer de comportement, tu peux changer de comportement, mais tu n'as pas envie de changer de comportement. C'est que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas grave, c'est toujours OK. Le jour où tu voudras changer de comportement, sache que c'est possible. C'est vraiment le plus important. Il faut toujours aller au rythme de la personne. C'est pas parce que c'est évident pour nous, et c'est pour ça qu'on dit que le coach ou l'accompagnateur est toujours en position basse par rapport à un guide, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les personnes de haut. C'est pas parce que toi, tu sais faire le travail sur toi très facilement que l'autre personne en face peut le faire. Surtout pas. D'accord? Donc vraiment une position humble, une position basse, ok, c'est pas le bon moment. D'accord. D'accord? Et puis Mm. tu la laisses et elle fera son cheminement et elle reviendra vers toi le bon moment. OK? Alors, question 4, c'est là où on parle de la partie mesurable, mais pas que. Pour moi, ça rejoint le mesurable et la matérialisation des choses, mais aussi la visualisation. Où, quand, dans combien de temps, avec qui veux-tu atteindre cet objectif? Là, il faut être super spécifique et précis. Donc,
Tu poses la question à la personne. Elle te dit, je ne veux plus m'énerver. Tu me donnes la prochaine situation pendant laquelle tu ne veux plus t'énerver. Comment tu veux gérer? Avec qui? Elle doit être très précise dans sa manière de se comporter pour le prochain incident. Tu vois? En fait, pourquoi? Et là, en fait, tu vas lui faire aussi un exercice de visualisation pour l'aider à incarner ce nouveau comportement. Là, tu as déjà commencé l'exercice de changement de comportement, Mariam. C'est-à-dire, tu vas lui dire, OK, imaginons demain, tu rentres du boulot, tu es fatigué, tu es irrité et tu as préparé le dîner, etc. Tu appelles ton fils, il ne répond pas. Tu appelles encore, il ne répond pas. Parce qu'en fait, il est en train de jouer, etc. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux réagir? Tu vois? Là, tu la projettes déjà dans la situation qui la frustre bien, d'accord? Et tu lui dis, OK, quel nouveau comportement tu vas installer? C'est comme ça, en fait, que tu vas l'aider à faire le premier pas vers ce changement de comportement. Il faut vraiment qu'elle visualise la situation qu'elle souhaite changer. OK? Après, ton objectif est-il matériellement réalisable? Ça, c'est quoi? Par exemple, il y a des gens qui vont te dire, je veux faire une reconversion pro, d'accord? Du jour au lendemain. Ils veulent démissionner le mois prochain, alors qu'ils ont des charges, crédits, blablabla. Ok, c'est sympa, c'est bien, mais si tu accompagnes ces gens-là, il faut surtout gérer la partie financière avec eux. Ton objectif est-il matériellement OK pour la reconversion pro, mais on va faire ça progressivement pour que ça soit matériellement réalisable. OK? Ou bien il y a des gens qui vont dire je veux suivre une formation qui coûte tant, d'accord? La première question, est-ce que tu as le budget? Est-ce que tu as le temps? Tout simplement. Tu as une question. Non, non, N'hésite non, pas. c'est Hein. bon. Ah, ok. Non, j'ai une question vers la fin. Quand on aura tout fini, je vais D'accord. te donner la question Ok. qui tue. La question qui tue. Ok. À quoi sauras-tu que tu as atteint ton objectif? À quoi sauras-tu? En fait, il faut que la personne, elle te dise, je saurai. Il faut, encore une fois, tu es dans le processus, à partir de la question 4, tu es dans le processus de visualisation. Moi, souvent, je dis, you have to start from the end. C'est-à-dire, mets-toi dans la position que tu vas atteindre, que tu veux atteindre, et tu commenceras à mettre en place toutes les ressources internes, externes pour l'atteindre. Donc, à quoi sauras-tu? Elle va commencer à décrire, OK, je serai dans cet état d'esprit, je serai plus calme. Comment sauras-tu que tu es plus calme? Il faut vraiment questionner. Hein. Il y a des questions entre ces différentes questions. D'accord? Question 7. Peut-il y avoir des inconvénients à atteindre ton objectif pour toi ou pour d'autres? Je reviens à la reconversion pro. Je veux changer. Parce que moi, ça, c'est un exercice que j'ai fait, par exemple, avec ma coach qui m'a formée en PNL. Hein. Clairement, à l'époque, oui, il y a un objectif clair, c'est que je pouvais mettre à risque financièrement ma famille. Et donc ça, c'est juste stop, je ne peux pas. D'accord? C'est un frein, c'est un grand inconvénient. Donc, OK, est-ce que tu es prêt à travailler sur cet inconvénient? Et en fait, l'inconvénient devient l'objectif pour le rendre, pour travailler sur cet objectif. Et je commence là à établir une stratégie pour à la fois faire ma reconversion pro sans risquer, par exemple, sans risque financier pour ma famille. Je donne un exemple. D'accord? Quels sont les avantages de la situation actuelle qui peuvent disparaître une fois que ton objectif sera atteint? Ça, c'est très important, Marine. Je reviens à mon exemple de reconversion pro. Les avantages, le salariat, le confort dans le groupe où je suis. Écoute, tu as un salaire tous les mois, tu as tes jours de congé. Donc, il y a un certain confort. Il faut juste être OK pour perdre ces avantages. Tu t'assures que la personne est OK. C'est ce qu'on appelle l'écologie. Vérifier l'écologie de l'objectif. OK? Et dans ce cas-là, tu poses la question, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif? Si elle déroule le tout, j'ai pas d'inconvénient, je suis OK pour perdre les avantages, etc., tu lui poses la question. Qu'est-ce qui t'empêche de... C'est pour ça que je te dis c'est un peu violent, hein, parce que tu confrontes la personne à ses propres limitations. Donc, elle va te dire, j'ai peur, je me sens pas bien, j'ai pas confiance en moi. Et là, c'est là où tu arrives au vrai problème, aux obstacles, ce qu'on appelle les obstacles. Et c'est là l'objectif d'un accompagnement, c'est de travailler sur ces obstacles et de travailler sur ce qu'on appelle les ressources, ce qu'elle a déjà en elle. De quoi as-tu besoin pour atteindre ton objectif? D'accord?
je vais avoir besoin de plus de confiance en moi, de plus d'assurance. Donc ça va être tout l'objectif de ton accompagnement. Ce moyen peut-il présenter des inconvénients pour toi ou pour d'autres personnes? Le moyen, pardon, oui c'est ça. Donc le moyen d'atteindre tes objectifs, est-ce qu'il peut avoir des inconvénients pour toi ou pour d'autres personnes? Est-ce que c'est OK pour toi pour les questions PNL? Sachant que j'ai pas fini, hein, parce que pour moi, c'est des questions très violentes. Donc, on va pas les utiliser comme ça. Mais d'abord, pose ta question. Alors, ma question, c'était quand, en fait, une personne, en gros, vient te dire, je vais prendre mon cas, hein. Allez, tu es coach parental, on va dire, ou accompagnatrice, tu préfères, dans la parentalité positive. Moi, j'ai plein de situations que j'arrive pas à gérer avec mon enfant. En fait, on va dire, en gros, sans problème, elle vient te voir parce que sa relation avec son enfant n'est pas comme, enfin, n'est pas positive, on va dire. D'accord. Quand tu vas commencer à travailler sur des objectifs et quand tu vas commencer à poser des questions, tu vas te retrouver avec plusieurs situations différentes, donc plusieurs objectifs différents. C'est ça ma question. J'adore. Avec, tu te retrouves avec plusieurs. Donc, est-ce que tu vas traiter objectif par objectif en sachant qu'ils sont certainement tous liés? Tout à fait. Ou comment tu t'y prends en fait? Comment tu t'y prends quand Ouais, c'est une montagne de problèmes? C'est pas tout un à seul fait. problème et un seul objectif. Alors, moi, ce que je fais, je vais te donner mon exemple. En général, je prévois un formulaire pour les personnes qui veulent avoir un accompagnement. Est-ce que tu m'entends D'accord. déjà? Tu m'entends Oui, bien? oui, oui. Ok, d'accord. Dans le formulaire, la personne en général va nous parler d'un problème. D'accord? Assez C'est toi qui souvent, le pousse à parler d'un problème en fait. moi, je C'est lui dans dis, la formulation de tes questions. non, enfin, je lui dis quelle est ta problématique. Oui, je parle d'une problématique, pas plusieurs. Il y a des gens qui me listent plusieurs problématiques, mais en général, les gens ont tendance à prioriser. Sauf que, donc, elle va te parler de la problématique, je teste la motivation, je lui demande de noter sa motivation, je lui demande qu'est-ce qu'elle voudrait atteindre dans les 3 prochains mois, ok? Sauf que pendant la séance, de ce que l'appelle clarté, pendant la séance de découverte, la Mhm. personne, en fait, elle va commencer à me parler d'un problème et au final, elle va me parler de plusieurs problématiques. En fait, on va vite se rendre compte qu'elle ne vient pas pour un problème. Par exemple, si c'est lié au boulot, ben en fait, elle va me parler de la famille, elle va me parler de sa relation avec elle-même, de sa vie sociale, et puis on va toucher à tout. C'est pour ça, donc ça, c'est vraiment des questions que tu vas pouvoir utiliser, d'accord? Mais en général, on ne peut pas traiter, si tu veux, si tu veux apporter en fait une grande transformation chez les gens, c'est important de prévoir un accompagnement sur la durée. Pour moi, le minimum, c'est 3 mois, parce que c'est à partir de 3 mois qu'on commence à installer un vrai changement qui est stable dans le temps. D'accord? Une seule séance, c'est comme si tu allais chez un médecin, tu vas aller le voir, j'ai la fièvre, le médecin, il va aller chercher les symptômes pour te donner en fait le remède qui est ponctuel pour ce que tu as, tu vois. Mais il va pas te transformer ou transformer ton hygiène de vie. Il va te soigner. Un coach, il n'est pas là pour soigner le petit bobo. Il y a des gens qui proposent en fait que des séances. Personnellement, je suis pas pour les juste une séance de coaching et basta. Parce que oui, il y a des problèmes qu'on peut traiter en une seule séance. Mais moi, pour moi, un accompagnateur, il est là pour amener la personne d'un point A à un point C, D, etc. C'est vraiment une transformation. C'est pour ça que c'est important. Donc oui, tu vas être amené à travailler sur plusieurs problématiques. Et après, tu poseras à la personne la question. Il y a plusieurs moyens. Soit tu lui donnes, par exemple, un truc très connu qui est la roue de la vie. Tu lui demandes de noter la roue de sa vie, d'accord? Et elle va te noter la roue de la vie. Et là, tu comprendras ses priorités. Elle va te dire, par exemple, vie familiale, parce qu'elle est venue te parler en vrai de sa vie familiale, c'est son premier problème. Elle note ça 4 sur 10. Vie pro, 6 sur 10. Tu sais que c'est la priorité. Donc, tu vas axer ça sur la vie familiale. Et ok, après, tu lui dis, qu'est-ce qui ne va pas? Elle va te lister plusieurs problèmes. Ma relation de couple, ma relation avec mon enfant. Et après, on va toucher à la relation avec moi-même, etc. Ok, quelle est ta priorité? Qu'est-ce qui est le plus gênant? Est-ce que tu arrives à écouter tes émotions?
comment ça se passe. Et c'est vraiment par un jeu de questions que tu vas trouver le point. Et pareil, tu peux lui dire de noter à chaque fois, d'accord? De noter, de te donner des situations. Et en fonction de la note la plus basse et la motivation la plus élevée, c'est le domaine que tu démarres en premier. Mais en général, en fait, ce que tu peux retenir, Mariam, c'est que même si elle a des problèmes de couple, des problèmes avec son fils, des problèmes au boulot, en général, le travail est fait avec soi-même. C'est ça. Alors, en fait, c'est là où intervient ma deuxième question. Allez, go. C'est que, Je vais boire de l'eau. euh, en fait, comment la formuler? Dans les questions, on va dire, dans les questions que j'ai déjà reçues jusque-là, il y a des choses qui, en fait, n'émanent pas forcément d'un besoin de travailler sur soi, mais en fait, c'est peut-être juste un manque d'information. Donc, je sais pas moi, par exemple, quelqu'un qui me demande, mon fils ne parle pas à 2 ans ou à 3 ans, ou je veux lui enlever la couche, mais j'y arrive pas. En fait, des fois, ils ont juste pas l'information parce que, malheureusement, très peu de gens se documentent, en fait. Quand ils ont un bébé, Mais pourquoi ils ont l'impression elle ne se documente pas? beh, va leur poser la question. Non, mais ce que je veux Les gens, dire, parce que je pense que en fait les gens ne vont pas chercher des infos parce qu'ils pensent que c'est inné. Des fois, ils ont l'impression que voilà, tu vas avoir un bébé. Déjà, je parle du nourrisson, que c'est inné. Tu vas avoir un instinct maternel qui va faire en sorte que tu vas bien t'occuper de ton enfant. Mais ils vont pas aller chercher est-ce qu'il y a de la psychologie de l'enfant là-dedans, est-ce qu'il y a et puis, tu as autre chose aussi, c'est qu'on écoute beaucoup l'entourage. Donc, en fait, si tu as ta belle-mère ou ta maman ou je sais pas, ta grande sœur qui a déjà des enfants, etc., qui va te conseiller telle ou telle chose, tu vas plus l'écouter elle. Tu vas pas aller chercher à vérifier l'info ou à juste te documenter, en fait. oui, Essayer de chercher d'autres infos. d'accord. Donc là, en fait, des fois, j'ai l'impression qu'on me demande juste des choses auxquelles je peux répondre par des informations. Alors, justement, Est-ce que je peux tu peux répondre, mais ton rôle, est-ce que ton rôle est de donner la solution? Bah, en fait, ça Même dépend si tu l'as, de hein. quoi tu parles, hein. En Enfin, fait, oui, ton ça dépend de objectif quel premier en tant qu'accompagnateur, faut pas l'oublier, j'accompagne et je ne guide pas. Je ne guide c'est pas c'est vers la pour ça que je te pose destination la et question, ouais. j'accompagne. Donc toi, tu connais la solution, d'accord? Tu te dis, ben normalement elle s'informe, elle va trouver. Et puis comme tu as l'information, tu peux carrément la lui donner. Mais Mmh, comme ton rôle, c'est aussi de rendre ces gens-là autonomes et indépendants, en fait, l'idée c'est vraiment de leur apprendre l'autonomie. Et donc, toi, tu vas venir lui dire, au lieu de lui dire, je sais pas, tu as pris l'exemple de couche ou l'autre exemple, c'était quoi? du langage, du Le retard de langage, par langage, par exemple. exemple. Toi, tu vas venir lui dire, est-ce que tu as vu avec des spécialistes? Est-ce que tu t'es renseigné dans des bouquins? Il y a ce bouquin, par exemple. Tu peux dire, il y a ce bouquin qui paraît être intéressant, que j'ai lu, qui est intéressant. Mais tu lui donnes pas ce qu'il y a dans le bouquin, Marie. En fait, si la personne, elle ne fait pas d'effort pour changer, elle ne changera pas. Elle va toujours, il faut te dire, Bah, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas forcément un changement à faire sur elle-même. Après, toi, tu veux juste, cet exemple, tu veux dire que je dois la pousser à aller chercher l'information toute seule. l'action, passer Sauf à que l'action, hop, oui, orienter vers l'action. oui, mais là, justement, elle est en train de chercher l'information chez moi parce qu'elle, elle pense que je suis l'experte sur ce domaine, par exemple. Très bien, et ce qui est très bien de te faire confiance, etc. Mais comme toi, ton rôle en tant qu'accompagnatrice, c'est de l'accompagner à devenir autonome, tu l'orientes vers l'action, vers la solution. Mais je ne lui donne pas comme ça, sur un plat, la solution. Je t'explique pourquoi. Si tu lui donnes une fois la solution, en fait, tu fais le rôle de sa mère ou de sa grand-mère qui lui a raconté que ça se faisait comme ça. Sauf que c'est pas ton but, en fait. Peut-être que la solution va évoluer. Peut-être que la solution est OK pour toi et n'est pas OK pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Mm. là, tu m'as donné un cas peut-être assez particulier. Mais vraiment, toi, ton rôle, Marie, même si elle vient te voir en tant qu'experte, toi, en tant que coach parental, tu es experte de l'écoute,
de comment orienter vers la solution, mais pas comment donner la solution. Bon, alors, est-ce que tu as d'autres questions, Mariam, par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Non, c'est clair. Merci. Ben, merci à toi. Et ben, à la prochaine formation. Et puis, je te souhaite surtout un bel accompagnement. Je mets Merci, merci. en C'est dernier top. slide, donc du coup, j'ai mis mes contacts pour les personnes qui verront en replay. Merci, Mariam. Super, À merci à très toi. bientôt. Je Salut. te donnerai des nouvelles.